Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologique. Si vous avez l'impression que l'IA bouillonne dans tous les secteurs, de la voiture autonome aux réseaux sociaux, en passant par la productivité et la création, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement dans cet épisode, nous allons naviguer de news en news, en croisant les géants chinois et américains, des startups françaises ambitieuses, et bien sûr, les incontournables Nvidia, Google, Meta et OpenAI. Prêts à sentir la houle de l'IA? Alors c'est parti! Commençons par la rivalité qui agite la Silicon Valley et l'empire du milieu. D'un côté, on a DeepSeek et son fameux modèle R1 qui secoue le marché. De l'autre, Baidu, géant chinois de la Gen AI, qui vient de publier Ernie 4.5 et Ernie X1. Non seulement Baidu a accéléré la mise à disposition gratuite de son chatbot, ErnieBot, mais il défie DeepSeek sur le terrain du raisonnement avancé. Selon leur dire, Ernie X1 offrirait des performances similaires à R1 pour moitié moins cher. Donc Baidu mise sur l'open source et la gratuité pour le grand public, tout en proposant des tarifs ultra compétitifs pour les entreprises via sa plateforme Qianfan. L'idée est de démocratiser l'IA générative et de positionner Ernie 4.5 et Ernie X1 en puissante alternative. La Chine vise clairement la domination sur son propre territoire, voire à l'international, avec une technologie qui couvre texte, images, audio, vidéo. Baidu veut montrer au monde qu'il n'y a pas que les modèles américains qui savent prendre le leadership. Et au niveau justement de ces modèles-là, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais je pense que on a des modèles qui sont effectivement très performants et qui nous viennent de la Chine. Donc pour l'instant, DeepSeek, il conserve une aura certaine grâce à l'impact que R1 a pu avoir, mais Baidu, a priori, il avance très vite avec des coûts d'utilisation plus bas, ce qui peut séduire les entreprises, surtout qui ont besoin de déployer une IA à grande échelle. Donc cette concurrence entre la Chine et les États-Unis, elle est le reflet de la dynamique globale qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on n'a pas uniquement que la Chine et les États-Unis dans justement cet affrontement, puisque la France est encore ici, et justement, cette semaine, on a eu une actualité qui concerne Mistral, qui du coup est un petit peu notre jeune pousse hexagonal qui joue dans la cour des grands, et elle vient de dévoiler un nouveau modèle qui s'appelle Mistral Small 3.1. C'est un modèle qui est open source, de 24 milliards de paramètres, qui promet une vitesse d'inférence bluffant jusqu'à 150 tokens par seconde. Donc on pourrait dire à peu près 150 mots par seconde, même si les tokens il y a un peu plus de tokens que de mots généralement dans un texte. Et il promet aussi une fenêtre de contexte de 128 000 tokens. Donc encore une fois, ça permet d'avoir quand même une mémoire assez cohérente qui permet justement d'avoir un équivalent à ce qu'on peut avoir typiquement avec le modèle ChatGPT 4. Donc Mistral AI, ils assurent surclasser des modèles concurrentiels de taille équivalente et se vantent d'un score de 80% au benchmark MMLU. Le modèle se présente comme plus rapide qu'un GPT-4 mini ou d'autres solutions propriétaires. L'enjeu, c'est que l'open source attire les entreprises qui veulent héberger leur propre IA, garder la main sur les données et ajuster les coûts d'hébergement. En plus, Mistral se montre compatible avec une configuration qui serait disponible entre guillemets pour tout le monde. Donc forcément, ça reste des configurations qui sont chères, mais qui sont accessibles par des utilisateurs classiques. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'installer par exemple un serveur chez soi. Donc typiquement, Mistral, il pourrait tourner sur une carte graphique de type RTX 4090 ou encore sur un Mac avec une puce M qui serait dotée d'une mémoire de 32 Go de RAM. Donc j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais je vous ferai un retour parce qu'a priori, ce modèle, il est très performant. Et puis encore une fois, on remercie Mistral parce qu'il est open source, donc on va voir en tout cas apparaître, je pense, des alternatives puisque ce modèle va pouvoir être fine-tuné et modifié par la communauté. Donc c'est une stratégie qui pourrait d'ailleurs aussi séduire les PME et qui sont peut-être justement heureuses de voir qu'il y a des modèles open source français, puisqu'encore une fois, vu que le modèle il est entraîné sur des données qui sont peut-être aussi plus adaptées à la France, peut-être que sur leur corpus d'entraînement, ils ont réussi à avoir plus de données pertinentes pour des personnes qui écrivent en français, contrairement peut-être à OpenAI typiquement et leur ChatGPT, parfois on peut avoir des résultats qui sont très pertinents avec Mistral. Donc voilà, allez y faire un tour, allez en tout cas essayer de le tester, il est disponible si vous le testez par exemple sur ML Studio, donc l'application qui vous permet d'installer vos modèles en local, et que vous avez typiquement un Mac avec un processeur M, essayez de le tester, ce sera l'occasion
l'occasion de me dire justement si vous trouvez qu'il est assez performant ou pas. Et moi, j'essaierai de le tester un petit peu d'ici le prochain épisode. Et peut-être que, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tutoriel aussi sur ML Studio et comment installer les différents modèles et les différences qu'on peut avoir aussi avec les modèles qui sont accessibles sur ce logiciel. Ensuite, on a une actualité qui concerne cette fois-ci Meta. Donc, il y a un document non expurgé dans le procès Cadre versus Meta qui a révélé que Meta bénéficie en réalité d'accords de partage de revenus avec certains hébergeurs de son modèle Llama. Donc, officiellement, Mark Zuckerberg disait que la mise à disposition ouverte de Llama n'était Llama n'était pas un modèle lucratif direct, mais il semble que la firme touche bien une partie des revenus générés lorsqu'une entreprise paye pour accéder à Llama via un prestataire comme AWS, Google, ou encore je sais pas d'autres qui a comme prestataire, enfin bref, Grok aussi il me semble qui était dans la liste, voilà. Donc voilà, Meta fait face à des plaintes d'accusation d'avoir entraîné d'ailleurs aussi Meta sur des e-books notamment qui auraient été piratés, ça on en avait parlé la semaine dernière, et les plaignants donc du coup dénoncent à la fois l'utilisation illégale d'œuvres protégées à la redistribution lors du téléchargement. Donc Meta est en position délicate vis-à-vis des ayants droit, et si le tribunal juge que l'entraînement s'est fait sur des contenus protégés, il pourrait y avoir un impact énorme sur l'accès au modèle. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a des informations qui ressortent sur les éventuels partenaires qui avaient pu avoir avec Meta et la diffusion de leur modèle. Donc derrière les discours sur le partage open source, il y a une réalité business. D'un côté, Meta cherche à diffuser Llama pour améliorer sa tech via la communauté et de l'autre, elle ne veut pas passer à côté des monétisations possibles, forcément. Donc parmi les autres géants qui surfent sur l'IA, on a aussi Nvidia qui est un acteur incontournable, et justement ils viennent d'organiser leur GTC 2025, donc c'est la grande messe on va dire de Nvidia qui a lieu tous les ans. Et du coup, forcément, il y a pas mal d'enthousiasme autour de tout ça. Donc peut-être que l'an prochain, j'irai directement là, aux États-Unis y accéder, mais pour l'instant, j'ai juste pu regarder un petit peu les conférences à distance. Et donc, elle a rassemblé quand même 25 000 participants à San José. Et on a Jensen Huang, donc le CEO de Nvidia, qui a annoncé de nouvelles puces et insisté sur la forte demande en serveurs d'IA. Pourtant, l'action de Nvidia, elle a légèrement décroché après la keynote, car les investisseurs se demandent si la concurrence, Google, Microsoft, etc., et l'essor de puces custom n'allait pas freiner la croissance, puisque forcément maintenant, vu qu'il y avait un véritable monopole de la part de Nvidia, il y a de nombreux concurrents qui essayent de monter tout simplement des alternatives pour ne pas dépendre uniquement des processeurs de chez Nvidia. Donc d'un côté, Nvidia il domine encore le marché du hardware, et de l'autre, on a Hyperscaler par exemple qui déploie leurs puces maison, et l'arrivée aussi de DeepSeek et de Baidu qui inquiète à long terme, parce qu'on se rend compte que a priori, du côté de la Chine, ils arrivent quand même à faire des IA puissantes malgré le fait qu'il y ait un embargo sur les dernières versions des processeurs graphiques, et notamment des processeurs graphiques de chez Nvidia. Même si c'est toujours un peu difficile d'avoir des informations sûres de ce côté-là, on ne sait pas si entre ce qui est annoncé par DeepSeek et la vérité, s'il n'y a pas un gros décalage, et on ne sait pas d'ailleurs s'il n'y a pas aussi des réseaux qui auraient pu être utilisés pour détourner des cartes graphiques qui à la base étaient pour des sociétés en dehors de la Chine, et pour au final amener ces cartes graphiques du coup en Chine. Et puis en plus de ça, peut-être qu'aussi du côté de la Chine, tout simplement quand ils font l'entraînement de leur modèle ou autre, ils passent par des hébergeurs qui sont dans d'autres pays, parce que forcément les entraînements qu'on peut faire sur les IA, il nous faut juste un accès au serveur, puis après on paye en fonction de l'utilisation qu'on en a eu. Mais c'est des choses qui sont quand même très compliquées à limiter géographiquement. Donc si on imaginait des produits comme une voiture où là il faut quand même que la voiture elle soit sur place pour pouvoir s'en servir, faut pas oublier que les cartes graphiques c'est pas du tout ça. Si la carte graphique elle est dans le pays d'à côté mais qu'on a une connexion et qu'on peut du coup se connecter au serveur pour entraîner ce modèle, c'est pas du tout un blocage. Donc peut-être qu'on pourra avoir un peu plus d'infos par la suite, qu'on arrivera à avoir des infos plus claires avec le temps, mais en tout cas aujourd'hui on peut pas être sûr à 100% que les IA DeepSeek et Baidu soient si peu consommatrices en ressources, même si c'est quelque chose qu'on suppose. En tout cas, du côté de Nvidia, les investisseurs ils craignent une baisse future des marges de Nvidia. Si la concurrence et les restrictions sur l'export en Chine et les tensions avec les États-Unis continuent, la demande pourrait ralentir. Mais de leur côté, Nvidia ils annoncent une augmentation massive des dépenses en recherche et développement. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'explosion de l'IA est-elle suffisante pour compenser la multiplication des solutions hardware alternatives? Et donc du coup, Jensen Huang, il reste optimiste et il promet des gains massifs dans l'inférence
le personal computing, etc. Et donc il a notamment présenté justement deux nouveaux PC entre guillemets dédiés à l'IA. On en avait déjà parlé, il les avait annoncé une conférence il y a déjà un petit moment, je sais plus quand est-ce que c'était, je pense pas que c'était l'année dernière, mais voilà, il avait déjà annoncé la sortie d'un mini PC qui serait dédié justement au personal computing IA. Qui s'appelle du coup le DGX Spark, hein. Il a changé de nom. Avant, il l'appelait le Project Digit, pardon. Et donc maintenant, il l'appelle le DGX Spark et ça ressemble à peu près en fait à un Mac Mini. C'est pas très gros et ça permettra justement de d'héberger en local une intelligence artificielle et on a justement une puce qui est dédiée avec une grande mémoire, etc. Donc ça peut potentiellement nous permettre de faire tourner des modèles qui serait d'une taille pas du tout négligeable et qui du coup pourrait être assez performant, mais en local, et donc du coup avec aucun risque d'avoir ces données qui partent sur des serveurs ou autres. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant pour certains utilisateurs qui ont des besoins un peu spécifiques et surtout pour les petites entreprises. D'autant plus qu'ils ont aussi annoncé le DGX Station, qui elle serait une machine qui serait plus faite pour faire un peu de l'entraînement ou faire tourner des modèles un peu plus gros, et qui en fait est une combinaison de plusieurs DGX Spark. Hein. Je crois qu'il y en a 6 ou 8 dans la machine. Hein. Et donc voilà, là ce sera forcément beaucoup plus cher en termes de prix, donc on ne sait pas exactement combien ça coûtera. Mais en tout cas, le DGX Spark de son côté, il s'appuie sur la puce Grace Blackwell, qui offre jusqu'à 10 trillions d'opérations par seconde. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose d'assez conséquent. Et la DGX Station, elle combine de la mémoire conséquente, donc 784 gigaoctets de mémoire, donc ça pourrait permettre de faire tourner des modèles comme DeepSeek R1 par exemple, hein, qui fait 600, un peu plus de 600 milliards de paramètres, hein, et qui doit pouvoir tourner, je crois, sur à peu près 500 gigas ou 600 gigas de RAM, hein, donc dans ces eaux-là. Donc en tout cas, voilà, Nvidia, ils veulent démocratiser l'IA hors des data centers, donc avoir voilà une IA qui peut être locale, et je pense qu'effectivement là-dessus, il y a potentiellement un véritable marché, à condition aussi que les outils pour installer ces IA locales ne soient pas trop complexes, hein, parce que forcément, dans un premier temps, ce sera peut-être uniquement réservé voilà, à des personnes qui sont un petit peu connaisseurs, peut-être à des développeurs ou autres, hein, qui travaillent en local, mais encore une fois, avec l'avènement des modèles open source, si on a des machines justement qui nous permettent de facilement pouvoir les réentraîner, de pouvoir faire des utilisations locales, etc., on risque de voir aussi pas mal de petits projets open source IA, je pense, devenir de plus en plus pertinents et de voir avoir nos IA un petit peu locales chez nous. Donc ensuite, on a une polémique qui est un petit peu arrivée dans le monde de l'automobile avec une actualité qui a fait un bruit assez fort sur les réseaux. C'est lié à une vidéo qui a été faite par Mark Rober qui fait des super vidéos sur YouTube. C'est un ex-ingénieur de la NASA. Donc ces vidéos sont en anglais, mais je crois que maintenant elles sont traduites. Donc si vous le connaissez pas, allez faire un tour. C'est vraiment génial ce qu'il fait. Et donc là, il nous a fait une petite démonstration avec une Tesla où il l'a mise un petit peu dans différentes situations pour comparer la technologie de Tesla qui se base uniquement sur les caméras face à une technologie d'autres concurrents qui, elle, se base sur les lidars. Donc, en termes de voitures autonomes, hein, Tesla, ils ont fait une décision qui est assez drastique, on pourrait dire, où la voiture, quand elle passe en mode autopilote et qu'elle est 100% conduite par la voiture, enfin que la voiture est entièrement autonome, hein, que le pilote n'a plus la main sur le volant, entre guillemets. Et bon, donc en conduite 100% autonome, Tesla, il se base uniquement sur ce que peuvent faire les caméras. Et donc forcément, dans certaines situations, par exemple une situation où il y a un gros brouillard, ou une situation où il y a une forte pluie, ou encore, et c'est ça qui est assez drôle dans la vidéo, et je vous montrerai un petit extrait pour ceux qui sont sur YouTube, quand on a une fausse route qui est destinée sur la route, hein, mais qui en fait est un mur, et la Tesla s'est retrouvée à échouer face à ces tests, puisque elle, avec sa simple vision, pouvait la tromper, alors qu'une voiture qui, elle, est équipée d'un lidar, donc un lidar c'est un système de radar tout simplement, donc là on va avoir un laser qui est envoyé justement en permanence vers l'avant du véhicule, ce qui fait qu'on peut détecter physiquement les obstacles, et que donc s'il y a un obstacle physique, on peut le détecter. Et donc là, forcément, la voiture qui était équipée du lidar, elle pouvait très bien fonctionner, même si au niveau de la vision, il y avait des problèmes, par exemple avec du brouillard, ou avec une forte pluie, ou encore une fois avec un mur qui ressemblait à une route, la voiture qui est équipée du lidar est quand même capable de le détecter. Et donc forcément, ça a fait un petit peu de buzz sur YouTube, et ça a montré un petit peu les limites que peuvent avoir les Tesla avec ce modèle-là.
Après, il faudrait voir comment ils pourraient, je pense, adapter ça. Ils pourraient très bien faire un système aussi de radar autonome qui, dans certaines conditions climatiques, tout simplement refuse de se déclencher. Et par exemple, s'il y a trop de brouillard, pourrait dire, voilà, là, la qualité visuelle n'est pas adaptée, donc on désactive le mode de conduite autonome. Mais effectivement, le fait d'avoir enlevé les lidars, honnêtement, c'est pas forcément, je pense, la meilleure chose que Tesla ait faite. Et je pense qu'effectivement, il y a plus d'avenir, en tout cas beaucoup plus de sécurité du côté des voitures qui implémentent le lidar. Et donc, même si c'est une technologie qui est plus chère, si on veut avoir des véhicules autonomes fiables, je pense que cette technologie sera incontournable, hein, et se fier uniquement justement à la vision et à des caméras, je pense que ce n'est tout simplement pas suffisant. Et donc pendant ce temps-là, on a General Motors sinon qui annonce un partenariat renforcé avec Nvidia pour intégrer l'IA partout. Donc au niveau des usines, des robots, des voitures autonomes, les deux entreprises, elles veulent notamment développer des systèmes de simulation avancés pour concevoir les futures chaînes de montage et entraîner des modèles plus complexes. Donc General Motors de leur côté, ils comptent sur Nvidia Omniverse. C'est en fait tout un, on va dire, un ensemble de logiciels entre guillemets proposés pour justement aider à créer des jumeaux numériques des usines ou des robots pour justement les entraîner sur des machines. Et donc l'idée c'est de les entraîner dans un monde virtuel pour pouvoir avoir des robots qui peuvent fonctionner plus facilement. Et donc c'est un projet assez intéressant. Et avec la fusion en cours de la filiale Cruise de du coup General Motors, hein, qui est leur filiale pour la conduite autonome, General Motors il cherche justement à accélérer sur certains des systèmes d'aide à la conduite avancée, et donc de tout ce qui est lié à la conduite autonome. Et Nvidia de leur côté, ils fournissent des plateformes comme le Drive AGX qui veut justement imposer une brique technologique pour chaque véhicule intelligent. Et donc l'idée c'est de construire justement cette brique pour qu'elle puisse être utilisée notamment par General Motors mais aussi par d'autres, hein. Et donc cette alliance, ce n'est pas vraiment une surprise, hein, puisque Nvidia ils ont déjà de longues collaborations avec l'industrie automobile, notamment avec Toyota, avec aussi Tesla lors de leur début, avec Mercedes. Mais voilà, General Motors, hein, se montre assez ambitieux avec ce nouveau projet. Donc on verra un petit peu ce que ça peut dire, hein. Mais c'est intéressant de voir que Nvidia, encore une fois, ils sont forts dans le sens où ils ne se contentent pas uniquement de se concentrer sur les hardware, mais ils sont aussi en train de développer toute la partie logicielle avec leur Nvidia Omniverse et leur projet Cosmos, hein, pour pouvoir aussi faciliter l'entraînement de tout ce qui est lié à la robotique, etc. Et tout ça, ça pourra avoir un très très gros impact dans le futur, hein, puisque je pense qu'on va avoir effectivement des robots qui vont arriver chez nous très prochainement, et tout ça c'est rendu plus simple, plus facile avec l'IA. Et forcément c'est une technologie qui dans un premier temps sera assez limitée et coûtera assez cher, mais qui je pense petit à petit va devenir quelque chose de plus en plus utile et de plus en plus pertinent. Bon, et dernier point sur le sujet de la GTC de Nvidia, Jensen Huang, il a levé le voile aussi sur la roadmap des prochaines années. Et donc du coup, après la génération actuelle qui s'appelle Grace Blackwell, on verra Rubin Ultra en 2027 et Feynman en 2028. Et ces processeurs, ils seront encore plus puissants. Donc par exemple, Rubin Ultra, il promettrait d'avoir 100 pétaflops par puce de puissance de calcul, contre 50 pour Rubin qui serait la version standard. Et il pourrait y avoir des racks, donc qui seraient des racks de serveurs, et qui pourraient monter jusqu'à 15 exaflops d'inférence, donc de quoi entraîner des modèles de plus en plus gigantesques. Donc forcément l'enjeu c'est que là les data centers vont pouvoir avoir des processeurs qui vont être plus puissants, plus qualitatifs, qui vont leur permettre d'aller plus loin, et donc ils parient vraiment sur une augmentation de la demande en inférence. Et c'est vrai que si on a une adoption plus grande des différentes intelligences artificielles, et qu'en plus on a des modèles type les modèles de raisonnement comme les modèles O1, O3 de chez OpenAI, ou encore les modèles comme DeepSeek R1 ou comme le modèle de Gemini Flash Thinking, tous ces modèles-là, qui justement ont tendance à consommer plus en inférence, on risque d'avoir une augmentation de cette demande. Et donc voilà, ça fait sens a priori pour l'instant de continuer à augmenter la puissance potentielle de tous ces serveurs et data centers, hein, puisque a priori c'est un besoin on va avoir de plus en plus besoin de ces derniers dans l'avenir.
Bon, ensuite, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la concurrence et on a Anthropic qui a enfin doté son chatbot Claude d'une recherche web intégrée. Donc en clair, Claude, il peut maintenant naviguer directement en temps réel pour répondre à des questions d'actualité, citant ses sources sous forme de liens dans ses réponses. Donc dans la concurrence entre ChatGPT, Google, Gemini et aussi Mistral, qui est capable déjà de le faire depuis un petit moment, la possibilité de recherche sur le web est un vrai plus pour délivrer des réponses plus fraîches et mieux référencées. Et jusqu'à maintenant, Claude, il n'était pas connecté à Internet et il était donc incapable de faire des recherches qui pouvaient se baser sur Internet. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est possible. J'ai pas eu l'occasion de le tester pour voir à quel point leur accès il était bon, mais par contre, ce qui m'étonnerait pas, c'est peut-être qu'ils lancent très prochainement une fonctionnalité de recherche avancée, de recherche approfondie, puisque c'est ce que Google a fait, c'est ce que OpenAI a fait, hein, c'était les premiers sur ce sujet-là, et ils ont été un petit peu suivis par tout le monde derrière. Donc derrière, on a Perplexity qui a lancé le même concept, on a donc du coup, comme je le disais, Google qui a lancé le même concept, et donc je ne serais pas étonné de voir un équivalent qui pourrait être lancé par Claude et par Anthropic, en tout cas dans une nouvelle version de Claude, qui pourrait être une version dédiée à la recherche avancée. Sinon, ensuite, du côté de Google, on a la nouvelle version de Gemini 2.0 Flash qui est déployée et qui permet notamment de modifier des images. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière. Et des petits malins sur Internet se sont amusés à la tester, notamment en retirant les filigrammes qui pouvait y avoir sur certaines images. Donc ça, c'est forcément une découverte qui a un petit peu fait réagir sur les réseaux, puisque en théorie, on n'est pas censé pouvoir effacer ces filigrammes qui sont censés être un peu la signature et une protection pour les personnes qui partagent leurs photos sur Internet pour que justement elles ne soient pas modifiées. Et donc tout simplement maintenant avec cette fonctionnalité où on peut modifier directement une photo en lui demandant des choses, il est très facile de retirer un filigrane. Mais j'ai l'impression que justement ils sont en train de commencer à rajouter des limites, parce que je l'ai encore testé aujourd'hui, où j'ai voulu lui faire créer à partir de plusieurs visages, créer une photo qui regroupait les différentes personnes, et j'ai pas du tout réussi à le faire. À chaque fois, je tombais sur justement un blocage de censure du modèle qui ne voulait pas générer du coup une photo de plusieurs personnes. Donc je me demande s'ils sont pas en train de commencer à rajouter un petit peu des limites, surtout qu'ils se rendent compte un petit peu du succès que le modèle a sur les différents réseaux. Et donc même si pour l'instant il est encore annoncé comme étant un modèle bêta et il est uniquement accessible via le Google AI Studio, je pense que Google sont quand même en train d'essayer de faire un petit peu attention. Et sinon, toujours chez Google, on a des évolutions notables qui sont apparues dans Gemini, notamment la fonction Canva qui a apparu et donc qui permet justement de mieux visualiser un prototype d'écriture ou du code, ou ce genre de choses-là. C'était une fonctionnalité que OpenAI avait développée, et là j'ai l'impression qu'en ce moment Google ils suivent de très 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 près OpenAI. À chaque fois que OpenAI sort une fonctionnalité, Google sort la même fonctionnalité vraiment très peu de temps après. Et donc c'est une des fonctionnalités qui leur manquait, et là elle est arrivée. Donc c'est pas la fonctionnalité Canva, c'est généralement elle n'est pas non plus, je trouve, ultra utile. C'est plutôt une version un peu plus sympathique de pouvoir échanger avec l'IA. Ce qui est quand même intéressant, c'est que quand il nous donne son résultat, il nous propose maintenant, Gemini, il nous propose de directement l'exporter dans un Google Doc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc ça se couple bien avec la fonctionnalité Canva et ça nous évite un copier-coller quand on lui demande de nous rédiger quelque chose. Donc ça, par contre, c'est plutôt positif. Mais on est en train de voir que Google, ils sont toujours très très proches de OpenAI et il y a une concurrence féroce entre ces deux entreprises. Ensuite, on a Grok, l'IA développée par xAI, donc une société qui appartient à Elon Musk et qui a récemment été mise à disposition comme compte automatisé sur X. Donc certains l'ont détourné pour de la vérification de faits, voire pour trancher dans des débats politiques en ligne. Donc ce qui se passe, c'est que Grok, il est pensé pour répondre librement, entre guillemets, sans trop de censure, mais l'utiliser comme fact-checker officiel s'avère risqué. Ces réponses, elles peuvent contenir des hallucinations. C'est un des modèles qui justement hallucine le plus, et donc il y a un véritable risque de diffuser de la désinformation. La fiabilité d'un outil censé valider ou invalider des faits, elle devient cruciale. Les fact-checkers humains rappellent que l'IA peut se tromper, parfois gravement, en générant du faux contenu pour présenter, qui peut être présenté avec aplomb, et justement ça c'est un des défauts qu'on peut avoir avec Grok, c'est qu'il va présenter les choses avec un très fort aplomb, donc on pourrait du coup penser qu'il a tout à fait raison, mais comme tous les modèles d'IA, il peut halluciner.
Donc il faut vraiment être vigilant et faire attention à ce qui peut se passer au niveau des résultats, parce que là on est en train de se rendre compte que certaines personnes sur X qui sont en train d'utiliser Grok, hein, ils pensent que quand ils posent une question à Grok et qu'il leur fait un retour, c'est la vérité absolue, et que voilà, il ne faut rien remettre en question. Et vu qu'il y a un vrai sujet derrière, aussi de ligne éditoriale, hein, parce que Grok ils ont décidé d'avoir très peu de censure et contrairement à d'autres sociétés de génération de modèles d'IA, voilà, à laisser un modèle un peu plus libre, hein. Par exemple sur la génération d'images avec Grok, on peut générer des personnes, des célébrités, ce qui n'est tout simplement pas possible avec d'autres modèles comme ceux de Google ou OpenAI. Donc voilà, il faut garder ça en tête, hein. Si on a d'une part une ligne éditoriale du modèle et qu'en plus de ça, le modèle hallucine, hein, on peut se retrouver avec des résultats qui peuvent être catastrophiques quand les personnes font des recherches. Donc faites attention. N'oubliez pas que toutes les IA qu'on peut utiliser n'ont pas un accès complet à Internet et que quand elles nous donnent des informations, il faut quand même faire l'effort de vérifier les sources. C'est pas encore magique, hein, il faut quand même faire cet effort-là. Et surtout, qu'il peut y avoir des erreurs. Donc gardez-le bien en tête quand vous faites des recherches avec n'importe quel modèle d'IA. Ensuite, sinon, du côté de OpenAI, on a introduit un nouveau modèle O1 Pro qui est justement uniquement disponible pour cette fois-ci les développeurs. Donc c'est le modèle O1 Pro qui est accessible habituellement aux utilisateurs qui payent l'abonnement à $200 par mois, hein. Sauf que là, cette fois-ci, ce modèle-là, il est accessible pour directement les développeurs, donc via l'API. Donc l'API, qu'est-ce que c'est? Ça permet de se connecter directement, entre guillemets, au serveur d'OpenAI et de faire des demandes au modèle. Et voilà, ça c'est très utilisé par les développeurs parce que ça permet de monter une application complète et d'avoir cette application qui va, elle, communiquer en arrière-plan au serveur d'OpenAI pour envoyer ses résultats et d'avoir des réponses. Et donc, on avait déjà eu des retours de Sam Altman qui disait que le modèle O1 Pro, il n'était pas du tout rentable et qu'il faisait perdre de l'argent à l'entreprise malgré le fait qu'il soit uniquement disponible avec un abonnement qui coûte quand même $200 par mois. Et là, a priori, ça s'avère assez vrai, hein, parce que cette nouvelle API, elle coûte $600 par million de tokens. Donc, elle coûte vraiment très, 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 très cher. Si vous voulez un point de comparaison, je crois que DeepSeek, c'est quelque chose comme 50 centimes par million de tokens, hein. Donc là, on est sur vraiment l'IA qui coûte la plus chère, clairement. Généralement, voilà, ça va être des prix qui vont être voilà, 1, 2, $3 par million de tokens. Et donc là, rien à voir. On paye $600 par million de tokens. Donc s'il y a des développeurs qui veulent s'en servir, allez-y. Mais par contre, il va vous falloir un très gros budget parce que ça va vous coûter vite très très cher. Mais voilà, ça montre aussi à quel point ce modèle il peut être assez performant. Et voilà, moi c'est vrai que j'ai commencé à m'en servir de plus en plus. Là, j'avais pris le mode Pro pour un mois et franchement, j'ai beaucoup utilisé ce modèle O1 Pro et c'est vrai qu'il est clairement au-dessus du reste, hein. Mais voilà, est-ce que ça justifie les $200? Honnêtement, je pense pas. On peut déjà faire des choses très pertinentes avec les autres modèles, donc c'est pas sûr que ce soit le plus pertinent. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque ça me fait penser à ça aussi, le modèle de génération de vidéos Sora, ils ont changé de méthodologie. Avant, ils fonctionnaient avec un système de crédit, et honnêtement, les crédits pouvaient partir très 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 vite. Et là, ils ont changé leur système. Maintenant, il y a un nombre de crédits qui sont illimités, donc je pense qu'il y a une limitation quand même sur la génération des vidéos. Au bout d'un moment, il doit peut-être nous dire que voilà, on a généré trop de vidéos, ou peut-être nous demander d'attendre plus longtemps pour que les vidéos soient générées. Mais en tout cas, maintenant, ils sont beaucoup plus généreux, donc je sais pas comment ils ont voilà, fait pour réussir à peut-être réduire leurs coûts, peut-être qu'au niveau des coûts serveurs, ils ont réussi à un petit peu optimiser tout ça, mais en tout cas voilà, maintenant vous avez beaucoup moins de limites sur la génération de vidéos avec le modèle Sora. Donc si vous l'avez pas encore testé et que vous avez un compte ChatGPT Plus, hein, celui qui est à $20 par mois, ou le ChatGPT Pro, hein, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui l'ont pris, et n'hésitez pas à aller faire un tour, puisque vous pourrez du coup tester un peu plus la génération de vidéos. Ensuite, on a une news qui nous vient de Meta AI avec le chatbot de Meta qui débarque en Europe sur WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook. Donc, il a d'abord été lancé aux États-Unis et après de multiples renégociations avec les régulateurs, il est enfin disponible gratuitement dans nos contrées, mais avec certaines limitations. Donc, Meta AI ne pourra pas, par exemple, générer des images ou utiliser des données personnelles des utilisateurs pour s'entraîner. Donc, ça, c'est la réglementation, la RGPD, hein, la réglementation européenne, qui est très stricte sur ces questions-là. Et donc, ça nous donne un assistant conversationnel qui peut répondre à des questions, effectuer des recherches basiques sur le web, s'intégrer à des groupes de discussion via Meta AI. Et voilà, du coup, maintenant, il va être un petit peu disponible. J'ai pas eu l'occasion de le tester. Je l'ai pas encore vu d'ailleurs sur mes applications, donc je sais pas exactement où est-ce qu'ils vont l'intégrer. Donc, si je trouve un petit peu ce que ça donne, je vous en reparlerai
la semaine prochaine, hein. Mais voilà, ça a pris quand même pas mal de temps. Et quand on sait maintenant qu'on a aussi accès à ChatGPT via WhatsApp, hein, je vous en avais parlé ça il y a déjà pas mal de temps, vous pouvez directement en discuter avec ChatGPT via WhatsApp. Bon, bah, est-ce qu'au final, Meta, ils arrivent pas un petit peu trop tard sur le sujet? Surtout que, bon, bah, on n'a pas la génération d'images, les fonctionnalités sont un petit peu limitées. Et puis, bah, est-ce qu'on fait aussi confiance à Meta pour ne pas utiliser nos données pour derrière entraîner leur modèle? Je sais pas trop. En tout cas, aux États-Unis, ils ne se gênent pas pour le faire. Donc, même si en Europe, ils ont la RGPD qui les limite, est-ce qu'ils vont vraiment respecter la RGPD ou est-ce qu'ils vont simplement dire qu'ils la respectent et puis on va se rendre compte dans un an ou deux que finalement bah, ils avaient utilisé les données des utilisateurs qui étaient en Europe? Difficile à dire, mais en tout cas, voilà, moi je reste toujours quand même méfiant. Le cœur du business de Meta, ça reste la publicité. Et donc, quand ils proposent des produits gratuits, j'ai quand même toujours tendance à rester un petit peu plus méfiant, contrairement à d'autres entreprises comme OpenAI ou même Google, hein, qui sont en train un petit peu de se transitionner pour plutôt proposer des abonnements qui sont payants, et où là, bah, forcément, leur intérêt, c'est plutôt d'avoir le maximum d'utilisateurs qui paieraient, et donc ils n'ont pas intérêt à tout simplement bah, vendre nos données, ou en tout cas à les réutiliser ou avoir une mauvaise presse là-dessus. Donc j'aurais plus tendance à leur faire un peu plus confiance qu'à des entreprises comme Meta qui sont encore aujourd'hui très centrées sur une économie autour de la publicité. Bon, et sinon, on a un nouveau volet un petit peu polémique et politique qui est en train de s'installer. On a Google et OpenAI qui sont en train de tenter de convaincre le gouvernement fédéral américain d'adopter une ligne plus souple sur le droit d'auteur, autorisant l'utilisation des contenus du web pour entraîner des modèles. Leur argument, ce serait que l'entraînement des IA serait protégé par le fair use, sous prétexte qu'il n'y a pas de préjudice direct pour les ayants droit. Donc qu'est-ce que c'est le fair use, hein? C'est tout simplement le fait que on considère que l'utilisation qu'on a fait d'une information qui était là était entre guillemets loyale, hein, dans le sens où si par exemple on fait une revue de presse, qu'on s'inspire de différents articles de presse pour créer notre revue et qu'on crée un nouveau contenu, bah on est dans un contenu qui serait justement légitime, en tout cas loyal, ou qui rentre dans ce qu'on peut appeler le fair use. Mais là le sujet, hein, c'est est-ce que quand on a une IA qui elle le fait automatiquement et très rapidement et sur l'ensemble du contenu, on est encore dans ce fair use? Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a été encore jugé, mais là, ils sont en train d'essayer justement de voir si c'est pas quelque chose qui pourrait aller dans leur sens. En tout cas, il y a énormément de plaintes en cours, notamment une plainte du New York Times contre OpenAI, hein, et il y a d'autres plaintes aussi qui sont faites contre OpenAI dans d'autres pays. Mais si jamais du côté gouvernement fédéral aux États-Unis, on considère que ça devient du fair use, ça serait une très grosse bataille remportée par toutes les entreprises qui font de l'IA, puisque de leur côté, ça légitimerait tout simplement ce qu'elles ont pu faire, et elles pourraient continuer à le faire, ou peut-être même le faire à une encore plus grande échelle, en commençant peut-être à prendre même directement du contenu sous copyright, comme des livres par exemple, hein, ce qui pour l'instant n'aurait pas tout à fait, ils l'auraient pas vraiment fait, en tout cas ils l'ont fait sur des journaux a priori, mais par exemple sur des livres, a priori ils l'ont peut-être pas fait, ou en tout cas avec peu de livres, on ne sait pas très bien quel corpus de données a été utilisé pour entraîner tous ces modèles, donc c'est toujours un petit peu difficile de savoir ce qui est dans leur base d'entraînement et ce qui n'est pas dans leur base, mais voilà, peut-être que, enfin en tout cas de leur côté, hein, si jamais le gouvernement pencherait de leur côté sur ce sujet-là, ce serait une vraie victoire, pour eux en tout cas. Pour les ayants droit, pas forcément, hein, parce que tous ces journaux-là, une fois que l'IA elle aura englobé et englouti toutes ces informations-là, les gens auront peut-être plus besoin d'aller les consulter, et donc forcément, c'est un véritable potentiel manque à gagner pour eux. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on a la firme Cloudflare, qui est justement un grand hébergeur et un grand fournisseur de cloud, hein, qui a lancé un outil qui s'appelle AI Labyrinthe. Enfin, ils ont annoncé l'outil pardon, qui s'appelle AI Labyrinthe. Et qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est un système tout simplement qui va chercher à faire perdre un maximum de temps aux robots qui viennent scanner les différents sites internet. Donc si vous avez une IA qui commence à essayer de scanner le site internet, Cloudflare va les envoyer vers un espèce de contenu infini qui fait que continuer à se générer et qui est un contenu totalement inutile pour faire perdre un maximum de temps au bot qui est en train de scanner le site et de le noyer un petit peu dans tout un tas d'informations. Donc voilà, c'est un outil qu'ils ont annoncé, donc j'attends de voir un petit peu ce que ça donnera, mais l'idée ce serait de pouvoir permettre à tout simplement des personnes qui sont hébergées chez Cloudflare de protéger leur site des scanners d'IA, puisque pour l'instant, on va pas se mentir, c'est un peu le Far West. Quand on fait des recherches, il y a certains sites qui sont accessibles, d'autres qui demandent à ne pas être accessibles, et pourtant les IA ne se gênent pas pour quand même y aller. Il y en a d'autres où clairement
clairement on peut pas y accéder, hein. Typiquement tout ce qui est site de journaux, sauf s'il y a des partenariats existants entre les entreprises et le journal en question. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même encore très limité, mais voilà, on verra si ce type de technique pour se protéger des IA fonctionne pour justement un petit peu limiter la copie du contenu sur Internet. Bon, et ensuite, on a un sujet qui est plutôt du côté de la France, et je sais pas si vous vous en souvenez, mais on en avait parlé dans des épisodes précédents, mais on avait en ce moment un test de vidéosurveillance algorithmique qui était en cours, hein, qui était lié notamment au JO de Paris 2024, et l'objectif, hein, c'est que ce test, voilà, allait vérifier si on peut avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui arrivent à détecter certains comportements ou autres grâce à de la vidéosurveillance. Et à la base, c'était censé fonctionner que pendant les JO, sauf que finalement, et ça devait s'arrêter en mars 2025, et voilà, finalement, c'est prolongé. Et il me semble en plus qu'à l'époque, hein, je l'avais dit que ça serait peut-être quelque chose qui serait prolongé, et c'est toujours un des problèmes qu'on peut avoir, hein. On commence en disant que c'est un test, et puis finalement après, ça commence à devenir plus long. Et donc là, voilà, je trouve qu'il y a quand même un sujet là-dessus. On a des caméras qui aujourd'hui filment, hein, avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui tournent derrière, et c'est quelque chose, je trouve, qui n'est pas assez un petit peu diffusé, on n'en parle pas forcément assez, et voilà, faut le garder en tête maintenant, et c'est une expérience qui est faite à Paris, mais je crois qu'elle est aussi faite dans d'autres villes. Alors ça peut être quelque chose de très positif, hein, parce que ça peut permettre de détecter des comportements dangereux ou autres, mais voilà, faut garder en tête que ce serait bien de savoir un petit peu aussi comment toutes ces données elles sont traitées, mieux comprendre aussi les objectifs qu'il y a derrière, et de voir un petit peu si ce système il est réellement efficace ou pas, et s'il permet notamment d'alerter les forces de l'ordre, hein, en cas de personnes qui seraient détectées comme étant suspectes ou autres. Mais il faut faire attention à ne pas non plus banaliser tout ça. Ça reste de la vidéosurveillance augmentée par de l'IA. Donc même si ça peut apporter des bénéfices en termes de sécurité ou autre, hein, il faut quand même garder un œil et être sûr que c'est pas non plus utilisé de façon abusive. Imaginez si demain vous avez, je sais pas moi, des caméras de surveillance qui permettent d'identifier le parcours d'une personne dans la rue et de savoir par exemple par quel magasin elle passe pour derrière lui vendre de la publicité. Est-ce que c'est quelque chose qui est ok ou pas? Ça pourrait quand même être un peu plus problématique. Si vous êtes dans le magasin, on pourrait dire que là, voilà, vous êtes volontairement rentré dans un lieu, mais est-ce que vous avez envie d'être entièrement tracé par une IA quand vous êtes dans la rue? Pas forcément. Donc voilà, quelque chose quand même à garder en tête, hein, puisque l'IA, elle sera bien plus efficace qu'un humain pour pouvoir scanner des informations liées à des caméras, détecter des visages, suivre des personnes, ce genre de choses-là. C'est des choses qui seront totalement possibles avec l'IA. Donc voir que c'est prolongé jusqu'en 2027, hein, voilà, ça va être plus une petite mise en garde, hein, à garder sur ce genre de sujet. Bon, ensuite, j'ai une petite actualité assez drôle à vous donner. C'est un lycéen qui est passionné de Minecraft qui s'est amusé à créer un benchmark qui s'appelle le Minecraft Benchmark, hein, MC Bench. Je vous mettrai un lien dans la description. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de tester des IA dans leur génération d'objets sur Minecraft. Donc, on va lui dire de générer, par exemple, un petit système solaire. Et là, on va avoir un petit système solaire qui va être généré dans Minecraft par une IA et de comparer les IA qui sont les meilleurs. Et donc c'est assez intéressant de voir un petit peu la créativité que peuvent avoir ces IA. Et là pour l'instant l'IA qui est la meilleure, c'est Claude 3.7 qui est en tête du leaderboard. Donc je vous mettrai un petit lien, vous pourrez aller tester, c'est assez drôle, ça permet de voir comment les différentes IA arrivent à générer ce genre de contenu. Donc même si elles, de leur côté, elles génèrent entièrement le contenu sous forme de texte, hein, de langage de programmation, et nous ça nous permet de voir visuellement un petit peu comment elles fonctionnent et de voir lesquelles sont les plus efficaces. Et toujours dans le jeu vidéo, on a Claude, donc la même IA, hein, qui est vainqueur sur Minecraft, qui est en train de se frotter au jeu Pokémon, hein. Donc depuis quelques semaines, on a des personnes qui sont amusées à utiliser Claude pour essayer de la faire jouer dans le jeu Pokémon et d'essayer de la faire gagner le jeu. Donc l'idée, c'est de confronter l'IA à un univers qui est semi-ouvert, avec de la navigation, de l'inventaire, du raisonnement logique. Au fil des tests, Claude montre des progrès, mais se perd souvent et réapprend souvent plusieurs fois la même chose et la même leçon. Et donc c'est un petit peu un des soucis qu'on peut avoir, hein, c'est le problème de contexte, hein, où des fois les intelligences artificielles ont un peu la mémoire courte. Mais en tout cas, on voit clairement que l'IA n'a pas la compréhension globale du jeu, hein, et donc voilà, même si on a des IA qui sont aujourd'hui capables de faire des choses très impressionnantes, aujourd'hui elles sont pas capables de faire un jeu qui pourrait être terminé par un enfant de 7 ans ou de 8 ans, hein. Donc on voit qu'on n'en est pas encore à un niveau de super intelligence, on est
encore assez loin de là, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'une IA qui à la base pas du tout faite pour ça, hein, parce que Claude il est pas fait pour jouer à Pokémon, hein, et ben dans un certain contexte on peut quand même réussir à lui faire jouer à ce jeu-là, mais je vous assure que si demain on s'amusait à faire une intelligence artificielle qui elle serait uniquement entraînée à jouer à Pokémon, elle serait sûrement très très bonne là-dessus. Il y a déjà des IA qui ont été développées pour jouer à certains jeux vidéo, notamment il y avait l'intelligence artificielle de DeepMind qui avait été entraînée à jouer au jeu StarCraft 2 et qui avait été capable de battre l'un des meilleurs joueurs du monde, hein. Donc voilà, si on entraîne une IA dédiée à faire une seule tâche, elle fonctionne très bien, mais là ce qui est intéressant, c'est de prendre un large language model qui à la base est juste là pour générer du texte, hein, et d'essayer de le faire jouer à un jeu vidéo. Ça permet de voir justement comment l'intelligence artificielle peut réussir à généraliser certains concepts et à réussir à tirer un petit peu d'un apprentissage d'autres choses et à en tirer un petit peu une forme d'intelligence. Bon, et puis là, on a une actualité qui fait un petit peu peur, hein. C'est Meta qui a lancé une expérience sur Instagram où vous pouvez tout simplement écrire un commentaire écrit avec l'IA. Donc l'idée, c'est que plutôt que vous écriviez vous-même un commentaire, l'IA vous fasse directement une suggestion et écrive le commentaire pour vous. Donc de leur côté, Meta, ils mettent en avant la facilité pour les utilisateurs de rédiger un commentaire et en plus de faire des commentaires qui seraient potentiellement plus appropriés si voilà, on veut faire un petit peu de censure ou en tout cas éviter d'avoir des commentaires peut-être agressifs. Et forcément, ça soulève quand même pas mal de questions sur l'aspect authenticité. Est-ce que vous avez envie d'avoir de votre côté des commentaires générés par IA et en plus, forcément, Meta, eux, ils se défendent en disant que l'utilisateur, il peut garder le contrôle, mais eux, leur objectif, c'est d'avoir un meilleur engagement sur la plateforme. Et donc, si demain, ils peuvent générer des commentaires, ou en tout cas aider les utilisateurs à générer des commentaires grâce à l'intelligence artificielle, ça pourra permettre d'avoir plus de commentaires et donc les gens se sentiront plus engagés. Peut-être qu'ils seront heureux d'avoir des commentaires, hein, même s'ils sont écrits par des IA. Donc ça pourrait lancer un petit peu une boucle assez, je pense, assez mauvaise, hein, puisque on perdrait pas mal d'authenticité, même si on va pas se mentir, hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas un endroit où on est authentique, hein. Mais voilà, en tout cas, ça pourrait encore plus empirer cette tendance. Et il pourrait avoir aussi un effet un petit peu chambre d'écho, hein, où les commentaires ils se répondent et puis ils restent un petit peu dans le même sujet. Donc je pense que ce serait pas forcément une très bonne chose. Donc c'est pour l'instant une expérimentation, mais j'espère honnêtement que ça n'arrivera pas directement sur la plateforme. Et justement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi de mon côté, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Et ensuite, on a une nouvelle du côté de Google qui a intégré son modèle vocal SHAPE 3 dans la plateforme Vertex AI. Donc on parle ici de speech to text et de text to speech haute définition avec des applications multiples. Donc ça peut faire des assistants vocaux, de la création de livres audio, de chatbots téléphoniques. C'est un petit peu l'équivalent du modèle avancé de voix avancée de OpenAI. Ils ont promis que leur modèle il pourrait générer 8 nouvelles voix il aura 8 voix différentes et qui pourront chacune parler 31 langues. Donc j'essaie de vous mettre une petite démo pour que vous écoutiez un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est assez intéressant de voir qu'ils se lancent sur ce domaine-là. Tsunamia, oui, c'est un podcast incontournable. Si vous vous intéressez à l'actualité sur l'intelligence artificielle, je vous le recommande chaudement. Tsunamia, oui, c'est un podcast incontournable. Si vous vous intéressez à l'actualité sur l'intelligence artificielle, je vous le recommande chaudement. Donc jusqu'à maintenant, on avait Eleven Labs qui était assez bon sur ce domaine-là, OpenAI qui aussi était très loin d'être mauvais. On avait entendu aussi, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, une startup qui avait lancé un projet qui s'appelait Sésame qui était assez impressionnant. Et donc là, on voit que Google aussi se lance sur ce sujet-là. Et toujours sur la partie voix, mais cette fois-ci du côté de OpenAI, ils ont présenté 2 nouveaux modèles, GPT-4o Transcribe et GPT-4o Mini TTS, et c'est les successeurs de Whisper pour la transcription vocale. Donc Whisper, c'est un modèle qui est utilisé par énormément de monde et de plateformes. Dès que vous avez de la transcription, c'est très souvent le modèle Whisper qui fonctionne. Donc dès que vous allez convertir de l'audio en texte, c'est souvent le modèle Whisper. Et c'est un modèle qui commence à être un petit peu plus ancien et qui commence à comporter certains défauts. C'est un modèle qui avait été développé par OpenAI, qui était open source, donc du coup qui peut être utilisé par d'autres entreprises. Et maintenant, du coup, ce modèle-là, il est remplacé par 2 nouveaux modèles, donc GPT-4o Transcribe et GPT-4o Mini TTS. Et ces modèles-là, ils ont pour objectif tout simplement de faire des transcriptions plus qualitatives et plus précises, puisque Whisper, des fois, il pouvait un petit peu halluciner. Un des problèmes qu'on pouvait avoir, par exemple, avec Whisper, c'est que dès qu'on laissait un petit peu trop de vide, il allait faire en transcription, il allait écrire, par exemple, merci d'avoir regardé la vidéo. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait qu'il a été entraîné sur beaucoup de vidéos YouTube et que à la fin des vidéos, on met souvent un fade où le volume descend petit à petit. Et donc, vu qu'on entend quasiment plus rien, dès qu'il entendait très très peu de bruit, pour lui, c'était la transcription, c'était merci d'avoir regardé la vidéo, parce qu'il avait été entraîné justement sur ce type de contenu.
Donc en tout cas, OpenAI, ils veulent conquérir le marché de la transcription et de l'audio-description, au-delà de leur simple chatbot, hein. Donc voilà, on regardera un petit peu comment ils intégreront tout ça. Si c'est intégré en arrière-plan sur ChatGPT, peut-être qu'on pourra avoir des meilleures transcriptions quand on utilise la fonctionnalité audio. Moi, je trouve que des fois, voilà, il fait encore des erreurs. Donc là, ça permettra d'avoir peut-être quelque chose de plus précis. Bon, ensuite, on a parlé de Google, on a parlé d'OpenAI, on a parlé de Anthropic. Maintenant, on va parler aussi de Nvidia. Donc maintenant, on va parler de Apple. Et de leur côté, ça se passe pas très bien du côté de l'IA, hein, parce qu'ils sont visés par une action collective aux États-Unis, reprochant à la marque d'avoir survendu leur fonctionnalité d'IA, nommée Apple Intelligence, hein, qui au final n'ont jamais vraiment vu le jour et ont été retardées. Et on en avait discuté. A priori, elle pourrait même arriver qu'en 2027. Donc pourtant, ils s'étaient pas gênés pour faire beaucoup de promotions sur le Apple Intelligence, pour vendre aussi leurs nouveaux processeurs, vendre les dernières versions des iPhones, les dernières versions des iPads, pour justement mettre en avant toute cette fonctionnalité du Apple Intelligence. Et au final, il s'est pas passé grand chose, hein. Aujourd'hui, Apple Intelligence, c'est 2-3 fonctionnalités qui se battent en duel. Ça sert globalement à rien et c'est très très loin d'être efficace. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'ils avaient vendu à l'époque. Et donc là, forcément, ça leur fait une très mauvaise publicité. Je pense qu'ils ont vraiment fait une erreur de communication là-dessus. Et en plus de ça, ils ont du coup ce procès qui arrive. Donc a priori, du côté des leaders de chez Apple, il y a un petit peu de changement. Donc la personne qui était responsable de tout ce qui était le service Siri va a priori être remplacée. Donc je pense qu'en ce moment, c'est un peu chaud sur les sujets de l'IA chez Apple, et peut-être aussi qu'ils ont du mal à attirer les talents liés à l'intelligence artificielle. Peut-être que les gens, en tout cas les personnes qui sont dans ce domaine-là, les ingénieurs et les chercheurs dans ce domaine-là, préfèrent aller dans des startups comme OpenAI, comme Anthropic, ou peut-être même aller chez Google, ou d'autres entreprises tech comme ça. Mais j'ai l'impression qu'Apple, ils sont un petit peu délaissés là-dessus, qu'ils ont peut-être du mal à recruter ou autre, et en tout cas ils sont en train de véritablement pour l'instant prendre un retard sur l'aspect intelligence artificielle. Et voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc cette semaine, il y avait beaucoup d'actualités, donc j'ai essayé quand même de vous faire un résumé compréhensif et global de tout ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en description. C'est ce qui m'aide aussi à garder le cap et à garder la motivation pour tout ça. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ceux qui sont déterminés à écouter le podcast pour le jusqu'au bout, encore une fois, je suis en train d'avancer notamment sur le site internet du podcast et sur pas mal de projets, et notamment un projet de formation, hein, puisque forcément je commence à être pas mal calé sur l'intelligence artificielle depuis les 1 an et demi maintenant où je fais le podcast. Donc maintenant je fais de plus en plus de formations sur le sujet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, si vous êtes intéressé pour avoir des formations, notamment aussi avoir des formations qui peuvent être financées, n'hésitez pas à me contacter. On regardera ce qu'on peut faire, parce que je pense que c'est essentiel de se former à l'IA. Si vous écoutez le podcast, je pense que vous êtes sûrement d'accord avec moi, mais c'est toujours un petit peu compliqué des fois de suivre un petit peu tout ce qu'il y a, de voir un petit peu tous les différents outils qu'il y a. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un petit message ou un petit commentaire, un message sur LinkedIn par exemple, ou un commentaire sur les vidéos, et je regarderai ça avec plaisir. Allez, sinon d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.